Panel du jeudi, Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Michael Fortier, bonsoir. 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 Ça tombe bien parce qu'on va en parler, on va faire le point ensemble tout à l'heure sur cette négociation ou pré-négociation à Séoul ou qu'est-ce que vous sentez, où ça s'en va. Il y avait un forum aujourd'hui à Toronto là-dessus. Mais d'abord, cette histoire de notre collègue Thomas Gerbet ce matin, un fonctionnaire qui a été renvoyé parce qu'il a divulgué des documents confidentiels, entre autres à des journalistes. Je vais vous faire entendre des extraits de la journée. Madame Fréchette, d'abord, l'opposition, puis ensuite, je vous écoute. Considérant qu'il y avait des données confidentielles relatives à des entreprises, le sous-ministre a contacté l'UPAC. Moi, j'ai tout simplement évoqué ce qui m'avait été communiqué. C'est pas parce qu'on nous communique une information qu'on a décidé de l'action menant à cette action. Je n'ai aucunement d'intervention dans le cadre de ces enquêtes strictement administratives. Et ça va être comme ça pour la suite des choses. Il y a des responsabilités qui incombent au sous-ministre et il a assumé ses responsabilités. C'est complètement impensable que le politique passe une commande à l'UPAC pour trouver qui est le lanceur d'alerte, là. Il y a une implication politique, on le sait, parce que la première ministre a annoncé le congédiement de la personne en question avant que le congédiement ait lieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est le style de leadership de Mme Fréchette. C'est la chasse aux sources. C'est sain dans une démocratie qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Et dans ce cas-là particulier, visiblement, il avait raison de le faire. Le rapport de la VGQ d'hier est terrible pour le gouvernement. Tout est mauvais dans cette histoire-là. Comment c'est que l'UPAC enquête sur du monde, sur des fuites politiques? Moi, je pensais que l'UPAC, c'était une unité contre la corruption, pas une unité policière politique. Bon, je vais vous donner la parole, mais un peu de patience. On va écouter l'UPAC, parce que l'UPAC se mêle à cette histoire, a fait enquête sur une fuite qui est arrivée sur le bureau de Déradji, le député libéral, d'un document confidentiel. L'UPAC entre, selon la version du gouvernement, à la demande de la sous-ministre ou du sous-ministre. Vincent Richer, commissaire à la lutte contre la corruption à l'UPAC, voici ce qu'il a dit. Je n'ai pas ressenti de pression politique. Je me sens autonome dans mon travail. Donc, quand on accuse mon organisation d'être une police politique, c'est sûr que ça vient me toucher. Alors, nous revoilà. Excusez-moi. Alors, tour de table. Ce matin, c'était mon collègue ne peut pas parler. Voici. Michel, tour de table. Comment vous comprenez cette histoire? Pour l'opposition, c'est clair. Et pour Thomas, qui a fait le papier ce matin, c'est clair qu'il s'agit d'un lanceur d'alerte. C'est prévu à la loi. Est-ce que, d'après vous, c'est aussi clair que ça? Et qu'est-ce que ça nous dit sur comment le gouvernement Fréchette a réagi? Michel. Je peux vous dire par expérience que c'est pour un gouvernement, une première ministre ou un ministre, une très mauvaise journée. Parce que tu peux jamais avoir d'argument qui soit gagnant dans une situation comme ça. C'est du bonbon pour les partis d'opposition. Puis on l'a vu, chacun ajoute une couche à l'histoire, puis on devient assez confus sur où est la vérité. Vous posez la question, est-ce que c'est vraiment un lanceur d'alerte? C'est la bonne question, dans le sens suivant. Puis la loi est assez claire. C'est prévu à la loi, c'est pour ça que je pose la question. Je me suis permise de la relire, la loi, puis la loi dit que quelqu'un qui, par exemple, est contre un programme, des orientations, une stratégie, et même contre certains types d'investissements, par exemple Investissement Québec ou de la Caisse de dépôt, il ne peut pas être considéré comme un divulgueur, un lanceur d'alerte. Parce que sinon, tous ceux qui sont contre le gouvernement pourraient brimer, entre autres, la confidentialité des données sensibles. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu divulgation de données sensibles qui peuvent avoir causer des préjudices. Oui. Alors c'est pas, pour moi, je suis pas du tout convaincue que c'est un lanceur d'alerte. Au moment où on se parle, on n'a pas toute l'information. On n'a pas, il y a des informations qui nous manquent. Il faut être prudent dans la façon. Mais par contre, si vous posez la question,
les partis d'opposition, pour eux autres, là, ils font pas les nuances. Pour eux autres, c'est vraiment, vraiment l'occasion idéale de mettre en cause la première ministre, malheureusement. Surtout au lendemain d'un rapport dévastateur de l'avocat général sur le même sujet. Voilà. Mais Jean-François Lisée, comment vous voyez ce jeu entre quelqu'un qui, dans son métier de fonctionnaire, haut fonctionnaire, conseiller, peu importe, juge que ça, c'est pas bien. Quel est le seuil à atteindre pour qu'il puisse soit envoyé à des journalistes, soit envoyé à l'opposition? Est-ce que c'est clair dans votre esprit, Jean-François Lisée, comme ancien ministre, là, par exemple? Bien, moi, j'ai été et journaliste et responsable ministériel. Et donc, le message général politique qui sort, c'est qu'il y a du monde à l'intérieur du gouvernement Legault qui savait que les investissements étaient mal faits, qui ont essayé, qui l'ont dit. Le fonctionnaire a dit, je l'ai dit aux politiques, les politiques ne m'écoutaient pas. Et pendant tout ce temps-là, le gouvernement de la CAQ a essayé de nous cacher qu'ils avaient pris des décisions économiques graves sans respecter des règles de gestion normales. OK? Bon, ça, c'est le message. Là, tout le monde est d'accord, sauf François Legault, qui était sur X aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire, écoutez, vous avez mal fait votre travail d'investir dans du risque. Même dans du risque, il y a des règles. Vous auriez dû faire des choses que vous n'avez pas fait. Puis maintenant, le fonctionnaire, il dit ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est clair pour moi, ayant fait les mêmes devoirs que Michel, je suis retourné voir la loi, je suis retourné voir qu'est-ce qui se passe. Bien, le gars a commis un acte illégal parce qu'il avait le devoir de respecter la confidentialité et rien dans la loi ne lui permet de donner de l'information à l'opposition ou à un journaliste. OK? Alors, en tant que journaliste, je suis très content d'avoir ces informations. En tant que, quand j'étais chef de l'opposition, j'étais très content, mais mon sens de l'État m'oblige à vous dire que ce fonctionnaire a commis un acte illégal et probablement que le sous-ministre qui l'a renvoyé a aussi commis un acte illégal parce qu'il ne semble pas que la procédure de renvoi elle a été respectée. Bon, cela dit, je veux juste vous dire, qu'est-ce qui aurait été légal pour lui? Bien, il aurait dû dire au protecteur du citoyen, moi j'ai l'impression qu'il y a du gaspillage de fonds publics. C'est pas seulement de la stratégie d'investissement, ça, vous voulez pas savoir ça, que je suis pas d'accord, mais il y a du gaspillage de fonds publics et des normes gouvernementales ne sont pas respectées dans l'attribution de ces subventions. Là, le protecteur du citoyen aurait fait une enquête, aurait protégé son anonymat et ensuite aurait fait des recommandations à la personne qui a pas suivi les normes. OK? Puis ça se serait arrêté là. OK? Alors donc, on a compris votre point. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est que le lanceur d'alerte, peut-être qu'il n'avait pas confiance que ça changerait quoi que ce soit. Il est sorti du cadre. Mais comme vous dites, comme journaliste, et c'est notre réflexe, puis Thomas serait ici, il serait d'accord, et notre réflexe, c'est de dire, même si, selon la loi, aux yeux de la loi, il n'est pas un lanceur d'alerte, tant mieux si on reçoit des documents, puis on continue notre travail, puis c'est notre travail de faire ça. Mais ça, c'est une chose. Oui, mais dire qu'il est absolument... à lui. Oui, mais c'est ça justement... C'est sa conscience de dire il était prêt à risquer son emploi pour que la vérité sorte. Ça, il y a quelque chose de normal. On ne peut pas dire ça, puis après dire « j'aurais pas dû être envoyé parce que je suis un lanceur d'alerte ». On ne peut pas avoir l'argent, puis le beurre, puis tout. Tout à fait d'accord. Patrice, bon, est-ce qu'on peut mettre les choses dans l'ordre? Oh! OK? Merci, OK? Non, mais sérieux, là. On a tous... La raison pour laquelle, dans la loi, c'est pas permis de faire ça, c'est parce qu'il y a un article dans le Code civil qui oblige les salariés à un devoir de loyauté. Voilà. OK? Ça part de là. Moi, j'en ai un. Patrice en a un aussi. Puis vous deux, vous en avez un si vous avez des employeurs à temps plein. On a tous cette obligation. Cette personne que je ne connais pas, et il n'a pas lancé une alerte, c'est une objection de conscience. Il est contre un projet. À ce moment-là, moi, si je suis contre ce que mon employeur fait, j'ai une façon très facile de l'exprimer. Je démissionne et je m'exprime par la suite. Mais de transmettre à des tiers des documents confidentiels, c'est interdit et ça m'ouvre aussi à des poursuites. Pensez à n'importe quelle entreprise privée dont un des employés aurait partagé des secrets. Et c'est de ça dont on parle. C'est pas parce que c'est un journaliste de Radio-Canada qui est populaire et qui écrit des babelles sur votre site Web. C'est la même affaire. C'est un journaliste d'enquête qui écrit pas des babelles. Mais c'est la même affaire pour moi. Vous voulez faire une image, c'est correct, mais je voulais juste... C'est pas des babelles. Et tant mieux pour les journalistes qu'il y a des gens qui prennent des risques. Non. Mais de dire qu'il est protégé... Je suis pas d'accord avec ça parce que ce sont des secrets d'État.
Ce sont des trucs qui appartiennent à l'État, Patrice. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Tant mieux? Non. Pas tant mieux. Ça dépend des cas, Michael. Ben, est-ce de qu'on mon point parle de vue, tant d'un mieux. geste illégal? Est-ce qu'on parle de motifs qui sont fondés, Patrice? Absolument pas. C'est quelqu'un qui tu peux pas s'objectait. dire ça, Michael. Ben On oui. ne le sait pas. Je veux dire, il aurait fallu déterminer s'il y avait, selon les normes d'investissement et de gestion du risque du ministère et d'Investissement du Québec, que l'organisme a contrevenu à ses propres règles et que c'est donc du gaspillage de fonds publics. Et ça, c'est le directeur, c'est le protecteur du citoyen qui l'aurait déterminé. Oui, mais Je Est-ce pense, qu'il y avait que tous là, on les tire- outils, on- lui, on seul essaie de pour- trouver une petite enveloppe où pouvoir insérer l'action de cet individu, puis moi, je pense que ça ne tient pas la route. OK. Michel, conclusion. Vous avez été ministre et sous-ministre, Michel. Oui. Quelqu'un, un haut fonctionnaire, sous-ministre, vous avez le même cas devant vous, puis un document confidentiel qui peut être dommageable pour des entreprises. Il y a des listes de ceci, cela, qui se retrouvent ailleurs, dans le public. Est-ce que vous demandez une enquête? Est-ce que vous le congédiez? Qu'est-ce que vous faites? bien, ce que je dis, c'est ça vaut pour tous les sous-ministres. Quand tu as une situation d'un employé qui n'est pas d'accord, parce que certainement que cet employé-là, comme dit Jean-François, il a partagé son désaccord avec ses supérieurs. Mais là, les supérieurs, dans un premier temps, doivent prendre ça aussi au sérieux. Trop souvent, puis on ne connaît pas son histoire, puis on ne connaît pas sa réputation, mais trop souvent, on fait fi, on n'écoute pas, on n'est pas dans cet esprit de vouloir comprendre pourquoi il y tient tant et Oui, qu'est-ce je qu'il a comprends, l'intention Michel, de mais vous, faire. comme ministre, là- non, vous me Voyons parlez, c'est Patrice, vous me demandez comme La grève sous-ministre. des étudiants, là, Michel, Vous est-ce me parlez que... comme sous-ministre, là. Je parle pas comme OK, ministre. OK, Vous me OK. parlez comme sous-ministre. C'est ça que je vous disais. Parce que c'est de là que ça commence. Si on veut pas vivre la situation qu'on vit aujourd'hui, faut qu'il y ait des responsables dans un ministère qui s'occupent de ces situations-là. On ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas, mais moi, je dis, comme sous-ministre, il y a une responsabilité avant que ça se retrouve sur la Mais place ça ne publique. dédouane pas le geste de l'individu. Non, ça ne dédouane pas. Est-ce qu'on est d'accord absolument là-dessus pas, au mais moins? t'essayes de l'éviter. Même Jean-François est T'essayes d'accord. de l'éviter, c'est ça mon Mais- point. Comme sous-ministre, tu dois essayer d'éviter que Oui, cet oui. Que tout le employé-là monde- aille oui, plus mais loin. Vous savez Après très bien, ça- dans une organisation, que tout le monde soit d'accord avec une orientation, c'est comme rare, mettons. Ah ben, Non. il y a d'accord ou il y a un spécialiste qui dit vous ne respectez pas les C'est normes ça. de bonne gestion C'est bien des fonds différent. publics. C'est ça pas la mon même chose. point. Ouais. C'est un niveau C'est supérieur. ça mon point. Voilà. Mais le prix politique, puis dernier tour de table là-dessus, puis c'est intéressant comme débat. Le prix politique, c'est aux politiques à le payer. Absolument. Absolument. Hier, avec le rapport de la vérificatrice générale, Ouais. si le gouvernement Legault, appelons ça le gouvernement Legault, n'a pas payé de prix politique, il n'en paiera jamais. Voilà. Ils ont décidé d'accélérer, de ne pas suivre toutes les recommandations. C'était une décision politique qu'ils ont prise, qu'il y a une course, puis le ministre nous disait tout à l'heure. Puis on verra à s'ils tort vont ou à payer le raison, prix. ils ont eu tort dans certains cas. ouais. Ben, Mais c'est de ça, la manière démocratie. spectaculaire, mais c'est la démocratie, C'est ça, Michael. la démocratie. Jean-François, c'est la démocratie. Et- Ben oui, c'est sûr que c'est la démocratie. Et c'est pas une personne content de ou dire des 8 évidences personnes. pour vous, oui. Non, mais Patrice, je veux dire, on a tous été ministres. Moi, je connais plus le modèle à Ottawa. Le greffier du conseil privé à Ottawa, c'est lui ou elle qui aurait demandé une enquête, je ne sais pas à quel organisme. On aurait identifié la personne et à Ottawa, je vous garantis, elle aussi, cette personne aurait été congédiée. Les mêmes règles s'appliquent. Un employé, écoutez, il y a beaucoup d'avantages à travailler pour l'État. On travaille dans des projets extraordinaires, on travaille au service du public. Et ça, c'est très épanouissant et très enrichissant. Mais il y a des désavantages. Le gouvernement change aux 4 ans. Mais oui, les orientations changent. Si ça ne vous intéresse pas, cherchez une autre job. OK. La difficulté politique, c'est que Mme Fréchette travaille très fort pour essayer de s'éloigner de l'administration Legault-Fitzgibbon. OK? Alors, heureusement, ce lanceur d'alerte, appelons-le comme ça, était contre des décisions, si je comprends bien, de Fitzgibbon et pas d'elle. Mais quand même, à chaque fois qu'on va reparler de Nordvolt, de Lyon et de Taïga d'ici à l'élection, c'est une journée perdue pour Mme Fréchette. Absolument. Ben oui, ça, je suis entièrement d'accord. Parce que les sommes colossales qu'ils ont perdues, j'écoutais M. Girard essayer d'expliquer, bien, l'Ontario a fait ça. L'Ontario n'a pas perdu.
l'équivalent. Ottawa n'a pas perdu l'équivalent. Il y a des choix qui se sont faits au Québec. Et il faut qu'ils vivent avec ces choix-là. M. Girard a fait un raccourci assez rapide là, pour expliquer pourquoi, eux, ces choix-là, il n'y avait pas le choix de les faire. Au contraire, ils ont fait des choix, il faut qu'ils vivent avec. Le politique vit avec ses choix. Absolument. Puis, je veux dire, ça a été en première page pendant combien de mois et de mois et de mois. D'ailleurs, ça rendait fou, M. Legault, qu'on ne parle que de Nordvold. Oui, mais juste permettez-moi, ce que la vérificatrice dit, par contre, c'est qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas évalué le risque comme ils auraient dû le faire. Et c'est ça la conséquence aussi. Et voilà, puis ça, c'est public. Si on pouvait trouver un mémo, grave aussi. Si on pouvait trouver un mémo où Mme Fréchette avait envoyé à Fitzgibbon, je pense qu'on se trompe là-dessus. Ça la sauverait, mais je pense pas qu'il existe ce mémo-là. On lance une alerte. OK. Sommet Canada-États-Unis à Toronto aujourd'hui. On vient d'entendre M. Carney, qui n'était pas à ce sommet, mais Dominique Leblanc y était. On va l'écouter d'ailleurs. Dominique Leblanc, ministre responsable du Commerce, et Pete Hoekstra, l'ambassadeur américain au Canada qu'on écoute, on vient. I would expect that we'll have bilateral arrangements between Canada and the United States, between the United States and Mexico, sort of adjacent to the trilateral framework. I'm hopeful that we might, at that point, have the extension. But if not, we'll continue to do what's necessary to preserve the trilateral framework, which is in the interest of all three countries. You maybe don't like the way the president says it, but take it in the tone of what he's saying is, we're open to offers. Make your case. I think every time we've met with the Canadian government, the president has always kind of closed the meetings off or consistently said through the meetings, make us an offer. C'est intéressant parce que selon l'ambassadeur américain, Hoekstra, qu'on apprend à connaître, il dit, c'est à vous, envoyez-nous une balle. Michael, êtes-vous d'accord que c'est au Canada à être plus proactif actuellement, au stade où on en est, puis on espère que la CIUM soit renouvelée et reconduite? Bien, plus proactif, j'espère. C'est notre plus gros client. Moi, je suis dans le domaine du service. Si j'avais un client qui représentait 90 de mes revenus, vous pouvez être certain que je serais proactif. Moi, j'étais là à Toronto hier et ce matin. J'ai parlé avec M. Hoekstra, j'ai vu Dominique Leblanc aussi. J'ai entendu la conférence de M. Hoekstra. Et il n'est pas aussi clown que les journalistes veulent le laisser entendre. Encore les journalistes. Non, mais c'est la vérité. On le dépeint comme un espèce de clown qui dit n'importe quoi. En fait, ce matin, il était très posé. Et ce qu'il a dit, ça avait énormément de sens. On n'apprendra rien cet après-midi durant notre panel, mais faites-nous une offre. Mon président, mon boss, c'est un homme d'affaires, puis lui, il va répondre à des offres. C'est pas à lui d'aller au-devant, c'est à vous. Mais moi, ce que je dirais à Dominique Leblanc, puis j'ai croisé Dominique en quittant, puis Dominique et moi, on badine trop quand on se voit, puis on n'a pas le temps de parler de choses sérieuses. Mais comme je sais qu'il vous écoute, je vais dire ceci à Dominique. Moi, si j'étais lui, je me dépêcherais pour faire un deal avant les midterms. Parce que si, aux élections de novembre, comme on le pense aujourd'hui, le président subit un revers, son côté revanchard post-élection de novembre va être encore pire qu'il ne l'est maintenant. Et moi, je suis convaincu, en parlant des Américains qui étaient là hier et ce matin, que le discours de Davos, M. Trump l'a encore ici de travers dans la gorge. Et M. Carney, il le respecte, mais il n'a jamais vraiment accepté le discours, le ton du discours, le message du discours. Et je pense que si M. Trump devait perdre Patrice, puis on n'a pas de deal avant novembre, je crains le pire pour après novembre. Parce qu'on avait établi ici et lors de nombreux panels qu'au contraire, le Canada jouait l'horloge pour attendre les midterms, pour qu'ils soient affaiblis. Vous dites, un ours affaibli peut être plus dangereux. Non, moi j'ai jamais dit de jouer l'horloge. Non, pas vous, mais... Je ne sais pas qui a dit ça, mais moi, j'ai pas dit ça. Moi, je dis, il faut qu'on règle. Évidemment, pour régler, ça te prend quelqu'un qui veut régler. Là. Je ne mettrai pas quelqu'un face à un défi qui est insoluble. Mais moi, j'avancerais rapidement si j'étais Dominique. Jean-François et Michel ensuite. Jean-François. Bien, je vais me rendre intéressant pour dire que je suis en parfait désaccord avec ce que Michael vient de dire. Évidemment, c'est notre principal client. Évidemment, il faut trouver une façon de s'entendre, mais le contexte de l'entente en ce moment fait que si on ne s'entend pas tout de suite,
c'est prolongé d'un an, puis d'un an, puis d'un an. Puis même s'ils veulent s'en retirer, ça prend plusieurs années avant que les tarifs légaux reviennent. Quant aux tarifs illégaux, les cours continuent à dire à Trump qu'il ne peut pas les faire, donc il est dans une bataille. Alors moi, je dis, ayons une stratégie où on fait semblant de négocier, mais dans les faits, on attend la fin, pas des midterms, mais du mandat de Trump. Parce que c'est très clair, puis l'ambassadeur l'a bien dit, cette administration ne croit pas que le Canada et les États-Unis co-construisent la prospérité du continent. Ils pensent que eux autres sont les clients, nous, on est les vendeurs, faites-moi une offre, puis il n'y a pas de win-win. C'est pas gagnant-gagnant. Ouais. C'est je suis le seul gagnant, puis tu dois me faire l'offre, puis même si je ne suis pas d'accord avec ton offre, je t'en demande une autre. Si tu fais une concession, je t'en demande une autre, puis je t'en demande une autre. Alors moi, je dis, attendons la fin du mandat Trump, qu'on ait quelqu'un, même de protectionniste, mais parlable pour faire les choses, puisque la CEOM nous donne une garantie légale qu'on peut s'en tirer. OK. Michel. Je partage l'avis de Jean-François. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le sens suivant, c'est que... Puis j'ai de la misère à penser qu'on n'a fait aucune offre, là. Ce serait assez étonnant qu'il n'y ait aucune offre. Mais il persiste à nous dire qu'il n'y a pas besoin de notre bois, il n'y a pas besoin de notre aluminium, il n'y a pas besoin de nos voitures, il n'y a besoin de rien. Alors, comment faire une offre avec quelqu'un qui, en partant, dit « vous ne m'intéressez pas ». Et la raison pour laquelle je suis d'accord avec Jean-François, c'est que l'accord de libre-échange va continuer de s'appliquer. Ça va être on perd du temps, on perd de l'argent, c'est de l'énergie, mais à chaque année, on va revenir sur la discussion. Ce qui est dommage et terrible à la fois, c'est que les gens d'affaires aux États-Unis qui font affaire avec nous sont assez silencieux, somme toute. Je ne dis pas qu'en coulisses, ils ne se prononcent pas, mais cette pression qu'on attendait des Américains sur l'administration Trump, elle ne vient tout simplement pas. Ça ne nous aide pas non plus. Alors, on a un accord qui nous favorise. Les tarifs, ça fait mal à l'emploi, mais ça fait encore moins mal que si on avait un très mauvais accord. Et donc... L'accord qu'on a maintenant, il est bon pour 85-87 mais quand il ajoute des tarifs, ça nous fait mal. On a des industries. On a des industries qui ferment. L'industrie d'automobile, si on attend encore 3 ans, elle va mourir. Ça fait mal. Non, mais c'est pas... Ça fait mal. Si c'était au Québec, l'industrie d'automobile, on serait les premiers à demander à Carney des gestes concrets. Voyons donc. On a le problème de la forêt. C'est pas le même impact. Je m'excuse que l'industrie automobile en Ontario, sorry, là. Faut que tu regardes. Non, voyons, Jean-François. C'est pas du tout le même impact. Ça dépend des régions. Mais quoi qu'il en soit... Pardon? Ça dépend pas des régions. On a perdu des dizaines de milliers d'emplois en région dans l'industrie de la forêt. Mais pas depuis Trump. Des villages qui ferment. Pas depuis Trump. Pas depuis Trump. Depuis Trump, il y a des scieries qui ont fermé. Quelques-unes, mais pas des dizaines. Et puis des manufacturiers de bois qui Je vous trouve très intéressant. Et j'ai aimé beaucoup ce panel parce que j'aime des points de vue différents. Et sur le lanceur d'alerte ou pas lanceur d'alerte, mais peu importe, ça nous a permis d'établir beaucoup de choses. Merci, Michel, Jean-François, Michael.